Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Droit au débat. Cette semaine, nous avons choisi un sujet qui nous concerne quasiment tous depuis l'an dernier. Il s'agit du télétravail. Nous essayerons d'aborder plus en détail le cadre juridique du télétravail en se basant sur les constats à l'heure de la crise sanitaire avec notre invité du jour, Monsieur Mahrez Ait Belkacem, consultant en ressources humaines, fondateur et ancien directeur général de la CNAC. Mais tout d'abord, place à la rubrique Legal News, Legal Doctrine. Droit social, la déclaration des congés maladie en ligne est disponible sur la plateforme Web El Hana mise en place par la CNAS. Cette plateforme de dématérialisation des procédures permet notamment de télécharger l'attestation d'affiliation. Économie. Dans le cadre de la loi de finances pour 2021, une proposition de loi est en préparation à l'Assemblée populaire nationale pour permettre aux acteurs économiques informels d'intégrer le circuit formel. Foncier, un projet de texte modifiant l'ordonnance 0804 du 1er septembre 2008 est en préparation au niveau du ministère de l'Industrie. Il vise à récupérer des assiettes des zones industrielles dont les propriétaires ont bénéficié d'actes de concession et qui sont toujours non exploité. Il a également pour objectif de créer une instance nationale chargée de la gestion du foncier industriel. Hydrocarbures, selon le ministre de l'Énergie, 32 des 43 textes d'application de la loi 1913 du 11 décembre 2019 relative aux hydrocarbures ont été élaborés. La totalité des textes d'application devrait être prête pour le premier trimestre 2021. Plus d'informations sur ces textes d'application lors de la prochaine édition. Vous pouvez retrouver tous les textes cités dans la rubrique Legal News sur legal-doctrine.com. Le télétravail, beaucoup d'entre vous l'ont probablement expérimenté pour la première fois ces derniers mois. Sur le plan juridique, qu'en est-il concrètement pour nos contrats, congés sans solde ou encore le règlement intérieur? C'est tout de suite dans Droit en débat. Le cadre juridique du télétravail en temps de crise sanitaire, c'est le sujet que nous allons aborder avec notre invité du jour, Monsieur Mahrez Ait Belkacem. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Vous êtes consultant en ressources humaines. Vous êtes également, nous le disions, fondateur et ancien directeur général de la CNAC, la Caisse nationale d'assurance chômage. Aujourd'hui, plus que jamais, le cadre juridique du télétravail est en débat en Algérie et pour cause, dans le monde entier, la pandémie du Covid-19 a entraîné des mesures de couvre-feu, voire de confinement. Un certain nombre d'entreprises et d'organisations ont été contraintes de mettre en place le télétravail en urgence. Néanmoins, le droit du travail reste bien entendu applicable. Monsieur Ait Belkacem, en Algérie, c'est la loi 90-11, modifiée et complétée relative aux relations de travail qui structure le droit du travail. Mais est-ce qu'il existe aujourd'hui un cadre juridique propre au télétravail en Algérie ? Au télétravail, non, il n'y a absolument rien. C'est assez triste parce que ça fait plus d'un an, presque un an, jour pour jour, que les confinements ont commencé à être imposés un peu partout dans le monde. Complètement. Que l'Algérie n'a jamais été connue comme étant proactive pour élaborer des textes en anticipant les situations, mais qu'elle ne soit même pas réactive lorsque le problème se pose, c'est assez problématique. Monsieur Ait Belkacem, il existe ce décret exécutif numéro 97-474 du 8 décembre 1997 qui évoque le concept du travail à domicile qui, je pense, ne doit pas être confondu avec le télétravail. Pouvez-vous nous en dire plus sur la distinction entre travail à domicile et télétravail, justement ? Il faut savoir que le terme travail à domicile figure dans l'article 4 de la loi 90-11 que vous avez évoqué tout à l'heure. Et le 97-474 vient en application de cet article 4 et il essaye de structurer. Alors, ce qu'il faut savoir, est-ce que travail à domicile égale travail à distance, égale télétravail. Je n'en suis pas sûr. D'abord, en 1997,
le télétravail, c'était certainement pas à la mode, on va dire, Oui. en Algérie. Oui. Et puis, quand vous lisez le 97 477, 474, pardon, 474. vous vous rendez compte que les raisons qui ont fait que ce texte a été adopté n'ont rien à voir avec le télétravail. On cherchait à donner un statut aux travailleurs informels qui travaillent chez eux. Les couturières, celles qui fabriquent, qui font des gâteaux, Oui. les gens qui... Bon, toute une série de choses qui étaient dans l'informel. Donc le texte, en ce sens, était très avant-gardiste à ce moment-là. Absolument. Mais si vous regardez la législation comparée, par exemple, prenons l'exemple qui est le plus proche de nous, l'exemple français, souvent le télétravail et travail à distance sont synonymes. Oui, mais s'il n'existe pas de cadre juridique dédié au télétravail, Oui. quelles sont les règles qui s'appliquent à la pratique Oui. du télétravail qui s'est notamment imposée et même démocratisée depuis la pandémie de Covid-19 ? Avec votre permission, je vais rester un petit peu sur le 97 460 parce qu'il a des avantages. Il ne s'adresse pas au télétravail, mais il cite le travail à domicile, qui est un élément. En gros, on va dire que 80% des télétravailleurs sont des travailleurs à domicile, n'est-ce pas? Donc, à partir du moment, et c'est ça le grand avantage de ce texte, à partir du moment où on reconnaît les mêmes droits et les mêmes obligations aux travailleurs que ceux qui travaillent chez eux, eh bien, c'est une ouverture heureuse qui nous intéresse et qu'on va pouvoir utiliser. Donc, premier élément important, c'est que si je travaille chez moi, c'est mon cas, d'ailleurs je suis consultant, il m'arrive très souvent d'avoir des visioconférences, etc. Oui. En fonction, moi c'est particulier, ce n'est pas un contrat de travail, c'est un contrat de consultant, c'est différent, mais disons, si quelqu'un travaille pour le compte de son employeur chez lui, il faut savoir qu'il peut exiger les mêmes droits et être soumis aux mêmes obligations. Mais il y a des règles. Bien entendu. Quelles sont ces règles, par exemple? Alors, le problème, c'est que la question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas préparé, pourquoi on n'a pas anticipé pour préparer? Vous savez, il y a eu le télétravail dans le monde a explosé. J'ai lu avec surprise que dans une étude, notamment Harvard et MIT, que quasiment 60% des travailleurs aux États-Unis, en Europe aussi, sont en télétravail. Quand on dit en télétravail, ça ne veut pas dire qu'ils ne font que du télétravail. Ça veut dire que parfois, sur une semaine de travail, ils ont un jour en télétravail. C'est alterné. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas penser que tout le monde maintenant est chez lui, etc. Ouais. Mais on s'est rendu compte donc que le droit français, il n'y a pas de droit algérien. J'aurais bien aimé vous parler du droit algérien. Mais en Algérie, bien qu'il n'y ait pas de cadre juridique, il y a forcément des règles à respecter pour la mise en place du télétravail. Il faut savoir une chose. Ce que je voulais dire, c'est que puisqu'il n'y a pas de loi, qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? En général, vous savez, il y a l'article 106 du Code civil vous dit que le contrat fait la loi des parties. Donc à partir du moment où vous vous entendez, que ce soit dans un cadre de contrat individuel ou dans une convention collective, si les partenaires sociaux s'entendent pour organiser tous les éléments, c'est ce qui s'est passé un peu partout. En Europe, par exemple, il y a eu en 2012 un accord cadre qui ensuite a été adopté par tous les membres de l'Union européenne, où on a suppléé, à l'absence de texte impératif, par des conventions, un accord cadre et qui permettait donc d'encadrer. Parce qu'il y a des éléments importants. Oui. Il y a les conséquences du travail, il y a... Et justement, les conséquences, parmi elles, pourquoi par exemple, les contrats de travail, est-ce qu'ils doivent être modifiés pour permettre le télétravail ou pas? Alors, je vais vous dire la chose. En tout cas, il devrait... Vous savez, un contrat, il est utile qu'en cas de litige. Si vous entendez, le contrat ne sert à rien, mais s'il y a litige, le contrat est utile. Donc, par voie de conséquence, il est important. Pourquoi il est important? Parce que ce n'est pas obligatoire. Vous savez qu'en droit social, il y a quelque chose qui s'appelle, il faut respecter les dispositions de votre contrat.
Et si vous voulez modifier sans l'accord de votre partenaire, que vous soyez salarié, que vous soyez employeur, Oui. vous vous exposez à ce que les juristes appellent une modification substantielle du contrat de travail, et c'est un sujet d'annulation, c'est un sujet de sanction, etc. Donc, il vaut mieux préparer, donc, c'est pour ça C'est que à l'employeur de préparer les c'est à contrats. l'employeur ou en tout cas au travailleur, au salarié de l'exiger, de le demander. Très bien. Alors, Et qu'en est-il, juste pardon sur ce point, si Je vous vous en prie. permettez, Allez-y. c'est pour ça que je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas de texte. Vous savez, en droit, d'une façon, soit vous avez ce qu'on appelle les règles impératives qui s'imposent à vous, soit vous avez les règles supplétives, c'est-à-dire si les partenaires sociaux ne se sont pas entendus, eh bien, il y a des règles, une sorte de SMIG, de dispositions juridiques qui s'imposent à ce moment-là. Or, on ne trouve pas les dispositions. Et si on reste sur dites-moi. L'employeur, l'entreprise et l'employé, qu'en est-il du règlement intérieur? Doit-il être modifié pour la mise en œuvre du télétravail? À mon sens, il doit être modifié parce qu'il y a des particularités, des spécificités liées au télétravail et qui doivent être prévues quelque part. Parce que, écoutez, supposons, hors confinement, hors contrainte, hors contrainte Covid, etc. Je suis un employeur moderne. J'ai pas envie d'avoir tout le monde, j'ai envie d'utiliser le télétravail. Est-ce que j'ai le droit de l'imposer? En l'état actuel de la loi, je dis bien hors Covid, je n'ai pas le droit de il faut que ce soit un accord entre les deux parties. Oui. Maintenant, je suis travailleur. Je veux demander à mon employeur de me permettre de travailler. L'employeur peut refuser. Ça ne l'arrange peut-être pas, etc. Il peut refuser. En l'état actuel des choses. Maintenant, avec le Covid, avec les contraintes... Oui. On va y revenir juste après. Allez-y. J'ai juste une dernière question. Y a-t-il Dites-moi. des différences entre les structures publiques et privées en ce qui concerne les règles et la mise en place du télétravail? Alors, si vous écoutez le discours politique depuis un certain nombre de temps, on dit qu'il n'y a aucune différence entre je parle des entreprises économiques publiques et les entreprises privées. Très bien. C'est absolument. Bien entendu, l'administration est régie par un statut particulier, par le droit administratif, c'est autre chose. Mais pour les entreprises privées, il est absolument anormal. D'ailleurs, le discours politique va dans ce sens. Il n'est pas question de faire une différence, une distinction, même si la dernière loi de finances, la loi de finances pour 2021, dans une des dispositions, a introduit donc une différence selon que ce soit une entreprise privée, pour un point particulier Et je suis en train d'ailleurs de rédiger un article pour me poser les questions. On en parlera si plus en détail dans une autre thématique, dans un autre épisode. Dans le cadre de la pandémie et des mesures sanitaires, on a constaté des pratiques de la part des employeurs en Algérie en lien avec le télétravail. Revenons ensemble sur ces situations qui se sont manifestées plus ou moins largement au sein des organisations. Et dites-moi ce que vous en pensez. Oui. Vous êtes d'accord? C'est parti. Alors, l'employeur peut-il obliger un collaborateur plutôt à passer au télétravail? Est-ce qu'il a le droit de l'obliger? Est-ce qu'il peut l'obliger? Alors, je vais vous dire une chose. D'abord, en l'état actuel de la législation, il ne peut pas. Très bien. Par contre, il prend une responsabilité. Parce que si vous êtes dans une situation, s'il n'est pas en mesure d'assurer l'application stricte des gestes barrières, s'il ne peut pas donc respecter toutes les contraintes sont multiples. Hein. Il est par conséquent... Il est responsable s'il se passe quelque chose. Donc, et ça pourra alourdir la situation, puisqu'il dit, je vous ai proposé de travailler en télétravail et vous avez refusé, donc vous êtes responsable. C'est ça. L'employeur peut-il refuser à un employé de pratiquer le télétravail? Écoutez, d'abord, il faut savoir une chose. Il y a des activités qui ne peuvent pas être travaillées, si j'ose dire, en télétravail. Oui. Vous voyez un maçon demander à travailler en télétravail, ou alors, allez, pour être une petite touche comique, vous êtes dans un avion
et puis le commandant vous parle, il dit, là aujourd'hui je suis en télétravail, j'aimerais pas vivre cette situation. Vous voyez. Mais théoriquement, à part cette remarque, s'il n'y a pas un accord entre eux, vous ne pouvez pas demander et obtenir, dans le cas du refus, de pratiquer le télétravail. Le refus par un salarié de télétravailler peut-il être considéré comme un motif réel et sérieux de travailler pouvant justifier un licenciement? Alors, ça peut se faire dans certaines conditions. En situation normale, s'il n'y avait pas cet extraordinaire environnement que constitue la crise sanitaire, non. Il ne peut pas. Si ce n'était pas prévu dans son contrat, si ce n'est pas prévu dans la convention collective au cas où elle existe, il ne peut pas. Par contre, dans cette situation, c'est exactement ce que je disais à propos de l'employeur, c'est une situation qui fait que les gens doivent donc tenir compte de cet élément pour pouvoir travailler. Vous savez, quand le gouvernement vous dit, vous arrêtez le travail, c'est ce qui s'est passé en mars, etc. Beaucoup de gens se sont mis au télétravail et ils sont entendus. Vous savez, parfois, j'ai l'agréable surprise de constater que certains cabinets de consultants privés, je pense à quelqu'un que je connais bien, qui a proposé une charte du télétravail, qui a proposé un projet de contrat et un projet d'avenant si le contrat existe, pour suppléer à ce qui aurait dû être une solution publique. Mais en attendant les solutions, on va essayer de se remettre dans ces situations en tant qu'employeur et employé. Dernière question, est-ce qu'un employeur a le droit de mettre ses employés en congé sans solde sans leur accord préalable? Alors ça, c'est un cas particulier. C'est dans une situation exceptionnelle. En situation exceptionnelle, c'est l'employeur et le travailleur n'ont plus leur mot à dire. C'est la puissance publique qui décide ce qui s'est passé. Nous avons déjà vécu ça, ça a fait très mal. Et dans ce cas-là, par contre, ce qui manquait, c'est que, prendre les exemples ailleurs, les pouvoirs publics ont suppléé à ce manquement. Chez nous, les fonctionnaires ont pu continuer à toucher leur rémunération pendant la période de confinement. Les travailleurs des entreprises économiques publiques ont pu, par le biais des injonctions qui ont été données aux banques, de pouvoir financer, mais les entreprises privées ont été totalement laissées seules, alors même qu'il existe des mécanismes, je pense à l'assurance chômage, qui auraient pu intervenir, je pense à la retraite anticipée, qui aurait pu intervenir. On va se mettre à la place de l'employeur, on va se mettre dans la place de l'employeur, et partout dans le monde, la mise en place du télétravail ne s'est pas faite sans crainte de la part des employeurs comme des travailleurs. La qualité et l'efficience du télétravail sont-ils comparables à celles du travail classique ? Est-ce que vous me permettez de répondre à cette question en élargissant ma réponse? C'est-à-dire que j'ai profité, je suis allé regarder des statistiques et j'ai été très surpris des statistiques que j'ai recueillies. Je dis par exemple, la popularité du travailleur du télétravail, avec la crise sanitaire, elle a explosé. Et donc, elle est passée à 91% par rapport à Anvers. C'est énorme. 62% des personnes interrogées étaient travaillaient à distance et à peine 38% travaillent exclusivement. Et encore une fois, je reviens, ces 62%, ce n'est pas forcément des gens qui travaillent qu'en télétravail. Et donc, vous avez des chiffres comme ça qui démontrent, je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude MIT et Harvard, toutes les statistiques que j'ai regardées, que ce soit l'INSEE en France, et ici il n'y en a pas, c'est pas compliqué, disent que le télétravail rend plus heureux les gens, qu'il y a les gens sont moins stressés, ils déclarent, j'ai des pourcentages, déclarent un moral amélioré. Mais justement, en se basant sur ces chiffres, est-ce que vous pensez que le télétravail finira par remplacer le travail classique, si je puis dire? Oui,
Sur le long terme? Écoutez, déjà, dans certains secteurs, c'est déjà le cas dans d'autres pays. Ne prenons pas notre exemple, qui n'est pas un parangon de solutions, mais d'une façon générale, sachez que plus de 60% des cadres dans pas mal de pays, tous les services peuvent être utilisés, peuvent être travaillés en télétravail. Très bien. Dans le même ordre d'idées, il faut que vous sachiez que le développement prodigieux de l'informatique, de la numérisation, de la robotique, etc., font qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent encore être... Prenez un exemple. Aujourd'hui, vous pouvez être, bien sûr, vous pouvez être opéré ici à Alger par un praticien qui est en Afrique du Sud ou en Australie. La télémédecine se développe. Avec le développement incroyable, il y a quelques années, des imprimantes 3D, où on peut donc réduire, ou plutôt augmenter les segments de travail qui peuvent être travaillés à distance. Donc c'est des choses, moi je suis sûr que dans 10 ans, on ne reconnaîtra pas notre pays, enfin notre monde plutôt. On évolue constamment, n'est-ce Absolument. pas ? Nous avons un certain nombre de chefs d'entreprise, de juristes et de responsables RH qui nous regardent, et il n'est pas toujours simple d'avoir un plan bien défini en cette période de crise sanitaire et économique. Concrètement et en conclusion, quelles sont les étapes qui doivent être suivies par les employeurs pour assurer la mise en conformité des entreprises et des organisations pour la mise en œuvre du télétravail très rapidement Oui, écoutez. Déjà, le droit du travail comparé vous permet de trouver des tas de solutions faciles. D'ailleurs, lorsque j'ai regardé, je vous ai dit, pour préparer cette émission, j'ai demandé à des amis, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, un ami consultant m'a envoyé un projet de contrat, un projet de charte, un projet d'avenant. Je les ai lus. Il s'est inspiré copieusement de ce qui se passe ailleurs, et notamment de ce fameux accord cadre de 2012 que j'évoquais tout à l'heure, qui reprend tout, y compris les problèmes de risques professionnels, parce qu'il y a des risques professionnels spécifiques. Vous savez, regarder sans arrêt l'écran, les postures, les problèmes biomécaniques, les problèmes... Ce n'est pas du tout les mêmes... C'est différent, donc il faut organiser, il faut que ce soit reconnu comme risque professionnel ou maladie professionnelle pour être remboursé par la sécurité sociale. Sinon, comment on peut appliquer ça? Merci. Monsieur Eid Belkacem, connaissez-vous l'histoire du télétravail? Vous allez sûrement m'apprendre des choses. Tout à fait. Ismaël Benabou s'en chargera et nous dit tout sur ce concept du télétravail dans sa rubrique « L'histoire du droit ». En ces temps de pandémie, le sujet du télétravail est plus qu'évident, voire banal. Pourtant, ce n'est pas la manière de travailler traditionnelle que l'on a pu connaître jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, la naissance du concept est récente. Les premiers signes du télétravail apparaissent dans les années 50 aux États-Unis avec les travaux de Norbert Wiener sur la cybernétique. Norbert Wiener, alors architecte, supervise depuis l'Europe la construction d'un bâtiment aux États-Unis et utilise des moyens de transmission de données pour suivre l'avancée des travaux. Ensuite, c'est avec l'invention du fax et du téléphone en 1970 que le terme téléwork apparaît. Le Washington Post l'évoque dans ses pages pour la première fois 2 ans plus tard. Enfin, le développement des technologies de l'information dans les années 90 permet d'intégrer définitivement le télétravail comme nouvelle méthode de travail. Il est vrai qu'en Algérie, il existe déjà depuis 1997 un décret exécutif fixant le régime spécifique des relations de travail concernant les travailleurs à domicile. Toutefois, cette notion diffère de celle du télétravail et n'est destinée qu'aux métiers artisanaux, manuels, effectués à la maison. En Algérie comme ailleurs dans le monde, la pandémie de Covid-19 a poussé les pouvoirs publics à préconiser le télétravail en entreprise et au sein des administrations afin d'éviter les contacts trop nombreux, allant jusqu'à prévoir une diminution d'effectifs au sein des sociétés lorsque cela est possible.
Aujourd'hui, plus que jamais, à l'heure où les entreprises ont même décidé de laisser leurs collaborateurs choisir entre le télétravail et le travail en présentiel, s'écrit l'histoire du télétravail. Merci Asmahan de nous avoir éclairé sur l'histoire du télétravail. On passe à présent à vos questions avec notre invité, M. Eid Belkacem. Comme à l'accoutumée, vous nous avez posé vos questions sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, n'hésitez pas à poster vos questions sur Facebook, LinkedIn ou encore Instagram sur le compte de Legal Doctrine. Monsieur Eid Belkacem, la première question est la suivante. Je suis en télétravail et j'ai un accident. Suis-je couvert? Alors, j'évoquais tout à l'heure la question du 97-474 qui dit qu'on a les mêmes droits. À supposer que, bon, mais ça sera au juge de décider. On peut imaginer que, mais si vous travaillez avec l'accord de votre employeur chez vous, oui, vous avez les mêmes droits que si vous travaillez dans les locaux de l'employeur. Ça, c'est clair. Mais, par contre, votre question pose problème. Comment on va savoir que votre... moi, je pratique le télétravail. Il m'arrive, moi, c'est ma particularité, il m'arrive de me lever, d'aller, vous savez, je suis grand-père, donc j'ai des petits-enfants qui viennent me visiter, je vais aller jouer avec eux, puis je me blesse. Oui. Est-ce un accident du travail ou est-ce qu'un accident personnel? Donc ça, c'est des questions qui doivent être encadrées par soit la jurisprudence si la loi ne prévoit rien, soit les accords collectifs d'une façon générale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se limiter uniquement aux conventions collectives. Alors, la deuxième question, mes horaires de travail sont-elles les mêmes en télétravail qu'en travail en bureau? Alors logiquement, oui, mais comme il y a des particularités, il faut s'entendre et prévoir ça dans le cadre de l'avenant. Vous parliez tout à l'heure de l'avenant, c'est des éléments qui peuvent être couverts. On peut imaginer, vous savez, le danger, celui qui a donc posé cette question, il faut qu'il sache que le danger, ce n'est pas de faire moins de travail, c'est de faire plus. Les anglo-saxons appellent ça le risque de workaholic, c'est-à-dire que vous devenez addict au travail, vous n'arrêtez pas. Donc, et puis là, c'est un vrai problème. C'est un risque. Pas? Donc il faut le fixer parce qu'il y a aussi, vous avez un salaire, mais vous avez aussi les primes, etc., qui sont liées à votre productivité, etc. Alors, troisième et dernière question, les primes de transport, justement, doivent-elles être maintenues si mes collaborateurs sont en télétravail? Alors, logiquement, non. Logiquement, non. La prime de transport se justifie si vous êtes transporté ou si vous utilisez les transports en commun. Mais, encore une fois, c'est pour ça que ça nécessite qu'on ait des échanges. Il y a peut-être d'autres contraintes qui doivent générer des primes spécifiques au télétravail. Voilà ce que j'ai à dire. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire. Absolument. En termes de télétravail. Et en ces temps de crise sanitaire, tout se digitalise dans le monde à puissance grand V. Nos journées de travail, nos réunions et même nos documents juridiques. On va parler justement de Legal Tech et de télétravail dans la rubrique Droit et Innovation avec Gibran Freitas. Bonsoir Gibran. Bonsoir Fatma. Alors, le sujet du jour, télétravail et Legal Tech. Alors, télétravail et Legal Tech, en effet, je pense qu'on l'a bien compris, le télétravail n'empêche pas bien entendu le droit de s'appliquer. Néanmoins, pour les juristes, est-ce que les conditions sanitaires, notamment récentes, qui s'imposent à nous, peuvent, eux, les empêcher de travailler? C'est la question qu'on se pose. Oui. Et on a vu dans le numéro précédent que la Legal Tech, en effet, la digitalisation du droit, peut permettre notamment à des juristes de travailler entre eux ou alors à des non-juristes d'avoir recours à des solutions juridiques. Alors c'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans Droit au débat, dans la rubrique Droit et Innovation. Comment est-ce que la Legal Tech a pu aider justement les juristes en période de confinement, en période de couvre-feu, à continuer à travailler ensemble? Alors on a bien entendu les solutions de technologie assez généralistes, que ce soit la visioconférence ou les outils de travail en commun. Sans en citer, on a vu que beaucoup justement d'outils qui sont même justement passés sur des modèles payants
étant donné l'importance de la situation, ont même convaincu les juristes. Alors si je dis même convaincu les juristes, Fatma, c'est parce qu'on a un petit peu cette réputation, nous autres juristes, d'être assez individualistes. Or, ces plateformes de travail en commun, c'est vrai que justement, elles portent plutôt sur la collaboration et sur le partage d'informations. Donc ça, c'est un autre point qui est important, le partage d'informations. On a vu que souvent, en fait c'est comme ça que ça se passe dans les directions juridiques, dans beaucoup de cabinets d'avocats, chaque juriste a sa bibliothèque de documents. Chaque juriste garde ses documents un petit peu comme son trésor. Et lorsqu'un de ses collègues vient les lui demander, il est toujours très heureux de lui dire « écoute, je te fais cette grâce de te donner ce document ». Justement, grâce à la Legal Tech et grâce à des solutions qui permettent d'avoir accès à de plus en plus de modèles de documents, ça permet au département juridique des entreprises d'être beaucoup plus, on va dire, approvisionné en modèles de documents. Ça permet aussi, grâce à des bibliothèques internes en entreprise, de mutualiser le contenu. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est à la mode. On appelle ça notamment les data lakes juridiques, les lacs de données juridiques, où toute l'entreprise vient partager son patrimoine en termes d'informations juridiques. Donc ça, c'est une tendance qui s'est aussi beaucoup développée, sans forcément oublier la cybersécurité, car qui dit partage de données juridiques, dit aussi risque accru. Et ce qu'on a fortement constaté, et je pense que c'est important aussi de le souligner, c'est que les départements juridiques qui ont dû travailler en télétravail n'étaient pas forcément protégés aussi bien que lorsqu'ils étaient connectés sur leurs infrastructures réseau en entreprise. De là, bien entendu, on a vu beaucoup d'antivirus proposer des offres dédiées, beaucoup de sensibilisation aussi sur la cybersécurité, parce que comme vous le savez toutes et tous, en effet, les données juridiques qui sont au centre d'une entreprise sont parfois et souvent même très sensibles, et donc il a fallu que les juristes se mettent aussi à la cybersécurité. On ne pourrait pas parler de Legal Tech et de télétravail sans penser aux juges, bien entendu, qui aussi ont vu leur exercice professionnel quelque peu, on va dire, chamboulé. Et on a vu que les plateformes de résolution des litiges en ligne, Fatma, c'est quelque chose d'assez neuf, assez récent, ont pris leur essor, ont pris leur envol grâce à cette situation sanitaire qui a empêché factuellement les audiences de se tenir. Et donc on a comme ça des plateformes qui permettaient aux différentes parties, un litige par exemple, de résoudre leur litige de A à Z en ligne. Donc ça, c'était une tendance qui peinait un petit peu à se développer. Et on a vu quand même qu'il y a eu des gains de coûts très importants, des gains de temps de procédure aussi très importants. Et je pense que c'est une tendance qui va s'inscrire dans la durée. Oui. Alors bien entendu, tu y faisais référence, Fatma, l'automatisation des documents juridiques, on en parlait un petit peu au début de cette rubrique. Bien entendu, il a fallu aussi permettre à toutes les personnes au sein de l'entreprise qui ne sont pas forcément des juristes, comme par exemple les services de ressources humaines, d'être aussi en capacité de générer leurs propres documents. Mais qui dit générer leurs propres documents dit qu'il fallait aussi faire attention, bien entendu, aux erreurs. C'est ce que le département juridique avait l'habitude de faire quand c'était centralisé au sein de l'entreprise. Mais avec le télétravail, forcément, les différents collaborateurs ont de moins en moins d'interactions entre eux. L'automatisation des documents juridiques, ça garantit que le même modèle de document soit utilisé par les différentes personnes qui n'ont qu'à remplir un formulaire avec quelques informations comme le nom, le prénom de la personne par exemple, le type de contrat, et de générer un document sur mesure juridique qui soit applicable à la situation donnée. Alors Fatma, on l'a vu, la Legal Tech en temps de télétravail, ça aide. C'était aussi, je pense, l'objectif justement de digitaliser ces informations-là. Et je souhaite quand même revenir sur une action qu'on a fait chez Legal Doctrine en cette période de Covid et qui a quand même été assez remarquée, c'est l'information juridique en ligne. Il était impossible de se déplacer au sein des administrations pour avoir des informations justement sur le cadre juridique qui était en changement quasiment constant. Je remercie M. Aïd Belkacem justement pour sa présence aussi lors de nos webinaires pour démocratiser l'information juridique. Et ce qu'on a essayé modestement à notre échelle de faire, c'est de diffuser notre veille juridique gratuitement pendant la période de Covid qui était vraiment marquée par le confinement, par le couvre-feu, de façon à ce que chaque personne derrière son ordinateur continue à être informée. Et je peux vous dire qu'en effet, l'information juridique était très abondante. Et là aussi, concrètement, c'est une illustration de ce que la Legal Tech peut apporter en télétravail. Merci, Gibran Freitas. De rien. Et merci à notre invité du jour, M. Mahrez Aïd Belkacem, consultant en ressources humaines et, je le rappelle, fondateur et ancien directeur général de la CLAC. Merci d'être venu. C'est un plaisir.
Et merci à vous qui nous regardez pour votre attention. On remercie également notre partenaire officiel PwC Algérie. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur notre site internet legal-du6doctrine.com, votre plateforme de recherche et veille juridique. Ne ratez aucun épisode en vous abonnant à la chaîne YouTube Legal Doctrine TV si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous retrouve lundi prochain à 19h sur la même chaîne. Excellente soirée à tous.